فيدوت. يا هلا يا هلا، صباح الخير، مرحبا جميعا أينما كنتم في هذه القناة اللذيذة. Ça se dit ou pas la Dida pour une chaîne télé? Selon vous, ça se dit ou ça se dit pas? Je pense pas, non. Quand c'est bon, on dit la Dida. Bon, j'aurais essayé quand même. Mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, excellente matinée. Bienvenue sur Canal, bienvenue chez vous. On va faire très court ce matin pour vous parler des invités que vous allez voir défiler d'ailleurs ce matin ici sur notre plateau. On va commencer d'ailleurs par deux architectes passionnés, complètement passionnés et engagés dans leur combat pour un plus beau pays, pour une plus belle architecture, pour un retour aux sources également et pour défier toute... Alors, pour défier, non pas la nature, mais revenir sur les fondamentaux de comment... Merci à vous, merci beaucoup. Alors, mais surtout défier les grands projets. Voilà, j'en dirai pas plus. Il s'agit de Nassim Barli, qui sera accompagné de qui? Tout simplement de son épouse, Madame Siam Barli, deux architectes passionnés qui ont organisé la semaine dernière, c'était au musée Mama, la fameuse rencontre d'Alger. Je vous en dis pas plus, on va le découvrir ensemble, on en parlera ce matin avec nos deux invités présents ici sur ce plateau. Mohamed Toumi, lui aussi, il fera partie de la partie. Il sera de la partie plutôt avec, rappelons-le, Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs et de la protection des consommateurs, qui sera accompagné de Zianada, médecin et président de l'association des consommateurs de Relisen. Avec eux, on reviendra sur ce fléau, sur ces drames continus depuis le début de cet hiver et même avant. Il s'agit des accidents liés au monoxyde de carbone. Jalil Meraska, comme tous les samedis matins avec lui, sport et nutrition. Et on va parler de mauvais ni bons aliments. Quels sont les bons et les mauvais? Et est-ce qu'il existe réellement des aliments mauvais et des aliments bons? On en parle ce matin avec lui, il détaillera tout cela. Et puis tout à l'heure, Mohamed Ben Gasmiya. Et lui, c'est un grand champion, rappelez-vous, le grand boxeur algérien. Il fait son retour pour un jubilé. Ce sera le 24 février prochain. Il n'a jamais réellement disparu, Mohamed Ben Gasmiya. C'est un acteur majeur dans le monde de la boxe et dans ce sport, et on en parle d'ailleurs avec lui ce matin. Il sera avec nous, il nous fera l'honneur d'être sur ce plateau. C'est un grand champion qui sera dans notre matinale ce matin. On finit avec Maya Amrani, elle va nous parler du verre optique. Le process de fabrication du verre avec un verre algérien, enfin une fabrication algérienne, un montage algérien, même si le verre d'origine n'est pas d'ici. Il s'agit de Maya qui reçoit donc Abdelrahman Merzougui et Yassine Merzougui, père et fils, qui eux fabriquent du verre optique dans leur labo à eux. On en parle et on découvre tout cela avec elle ce matin. Bienvenue à vous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo forcément et c'est avec Fadel Chir. L'air du temps avec Mobilis. La météo de ce matin avec Fadel Chir. Fadel, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien réveil sous la pluie. En effet, comme prévu par Météo Algérie, il va pleuvoir aujourd'hui au nord. Un temps perturbé prévu d'ouest en est. Tout cela est dû à cette perturbation qui a abordé le pays hier par l'ouest. Elle va balayer l'ensemble des régions du nord. Elle donnera des pluies sous forme d'orage accompagnées de grêle, mais aussi quelques chutes de neige sont prévues sur les sommets des montagnes atteignant des altitudes dépassant les 800 mètres d'altitude à partir de la soirée vers l'ouest. À signaler aussi un temps venteux, des vents assez forts atteignant les 60 km/h. Donc aujourd'hui au programme à l'ouest, le temps sera souvent nuageux et instable, avec parfois des averses de pluie ou de grêle pouvant être localement assez marquées. Vers le centre et l'est, Météo Algérie prévoit aussi un temps perturbé avec des averses de pluie là aussi pouvant être localement assez marquées, notamment sur la partie ouest de la région avec quelques chutes de neige. Les chutes de neige dépasseront parfois les 800 mètres d'altitude à partir de la soirée. À l'est, on attend un temps aussi souvent nuageux et orageux, les pluies seront plus marquées à partir de l'après-midi avec aussi des vents assez forts. Les vents seront généralement d'ouest à nord-ouest. Sur la partie sud, rien à signaler, le soleil s'imposera largement. À noter
noter quelques soulèvements de sable au courant de cette journée au Sahara central et puis un temps souvent voilé au nord Sahara jusqu'au sud des oasis. Vous l'avez compris, le temps sera perturbé et la couverture nuageuse couvrira aujourd'hui la partie nord. On passe à présent aux températures. Forcément, avec le retour de la neige, elles vont baisser nettement les maximales, notamment à l'intérieur du pays. Regardez, Météo Algérie prévoit un minimum de 7 degrés à Betna, 9 à Dulfa, El Beyod, 8 à Tiaret, 13 à Alger, Tizi Ouzou, Oran, la wilaya de Chlef, le maximum pour Annaba et Skikda, où le mercure indiquera 14 degrés. Et puis en allant vers le sud, on relèvera cet après-midi 17 à Biskra, 20 Gardaya, 24 à Tindouf, 19 à Béchar, entre 26 et 28 au Sahara central, 21 Hassim Saoud, 29 Elizi, 22 Tamanrasset Janet et le maximum reviendra pour l'extrême sud où le mercure indiquera 31 degrés. Place ce matin au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le ciel sera voilé vers le nord, les températures resteront stables. On relèvera un maximum de 37 degrés à Khartoum, un minimum de 15 degrés pour Damas, 17 à Bagdad, 22 à Koweït City, 28 à Riyad, 25 à Sanaa sous un temps variable, 29 à Jeddah, 23 au Caire, 27 à Abu Dhabi et Masqat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h12. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps et prudence sur la route. La météo vous a été présentée par Mobilis. Vous l'aurez compris, sur les régions nord, pluie, neige tout au long de cette journée, même si ça s'est peut-être calmé un peu là maintenant, mais c'est juste un leurre. Ça reprendra dans quelques heures, vous allez voir. Et c'est tant mieux, vous me direz. Prochain point météo, vous confirmerez tout cela avec Félix Elcher, ce sera à midi. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Mohamed Toumi et Zian Ada. Il s'agit de deux protecteurs et deux personnes qui sont engagées dans la cause de la protection des consommateurs. Alors, ils seront avec nous pour nous parler des accidents liés au monoxyde de carbone, mais ce sera juste après cette pause musicale, Ed Day sur Canal.
Excellente matinée à vous tous. Celui qui ouvre le bal ce matin, c'est pas un mais deux invités. Il s'agit de Mohamed Toubi, c'est son retour dans la matinale. Rappelons qu'il est directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, de la protection des consommateurs. Vous êtes accompagné aujourd'hui de votre ami de toujours, Zien Adda. Alors, vous êtes médecin, vous intervenez auprès de la DSP de Relisen, la direction de la santé et de la population de la wilaya de Relisen. Vous êtes également président de l'association de la protection des consommateurs de Relisen. Merci pour votre support, Toumi. Bienvenue à vous deux, messieurs. Merci. Alors, comment va Relisen pour commencer? Très bien, ça. Donc, le climat c'est un peu généralisé. Oui. C'est comme l'Algérie. Donc, merci pour l'invitation. Vous êtes chez. Et je salue à travers votre plateau les téléspectateurs de Canal Algérie. Salut. Alors du coup, Mme Toumi, vous étiez passé il y a quelques jours. C'était la semaine passée. C'était pas la semaine passée où on a parlé de ça. C'était la semaine d'avant. Alors, alors la semaine dernière, c'était effectivement les soldes et la semaine d'avant, c'était le monoxyde de carbone. Même, hein. Ah bah, écoutez, on a parlé des soldes, effectivement. On essaye. On va parler des soldes à Relisen, si vous le permettez, mais le sujet principal aujourd'hui, c'est le monoxyde de carbone. Alors, vous aviez ramené cet appareil, vous aviez montré à quoi ressemblait un détecteur de monoxyde de carbone, parce qu'il est inodore, incolore, il faut le rappeler. C'est un poison silencieux, c'est un poison silencieux, un tueur silencieux si vous le souhaitez. Alors, mais juste avant, on a eu des réactions après l'émission. On nous a dit, c'est bien beau de nous avoir présenté un appareil, mais à quoi ça sert de présenter un appareil qui n'est pas disponible ici en Algérie? On peut toujours l'avoir par le biais des amis qui voyagent. Il n'est pas disponible, mais moi je signale au pouvoir public de prévoir l'installation et la fabrication. S'il sera installé dans les logements tels que ADL, LPP, LSP, croyez-moi que nous avons déjà pris attache avec des opérateurs économiques, si vous permettez, qui sont prêts à le fabriquer. Et il ne coûtera pas plus de 3500 dinars l'unité. Alors, vous dites quelque chose d'assez intéressant. Vous dites l'installer auprès des grands chantiers initiés par l'État, alors LPP, ADL et autres. ADL. Mais si ceux-ci sont dotés d'un chauffage central, c'est encore mieux. Je veux dire, votre objet n'a plus d'utilité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Voilà, donc c'était juste la parenthèse. On y va, on en parle. Alors ça, c'était juste l'introduction. Il fallait bien revenir sur ça parce que bon, le téléspectateur est roi. Pourquoi on est revenu? Il y a encore le monoxyde de carbone fait encore des victimes à Tébessa, à Djelfa. Ça, c'est avant-hier. Il y a eu une femme avec un bébé de 4 ou 5 ans qui ont décédé suite au monoxyde de carbone. À Djelfa également, un couple avec ses enfants. Donc, il fait des victimes. Et ces régions, là, il fait très très froid. Nous sommes en pleine saison hivernale, où le monoxyde de carbone fait encore des victimes. C'est pour ça qu'on insiste sur le détecteur du monoxyde de carbone. Et que, avant d'arriver au détecteur du monoxyde de carbone, que la question que je dois vous poser à vous, mes amis, vous disposez d'un chauffage à gaz naturel chez vous à la maison? Oui, bien sûr. Et l'entretien de cet appareil a-t-il été effectué? Par qui a-t-il été effectué? Les gens n'entretiennent pas leur appareil de chauffage. Oui. Tant qu'il ne s'arrête pas, il ne tombe pas en panne, on n'appelle pas un spécialiste. C'est cela, on n'agit que dans l'urgence. Docteur? Oui, moi avant de parler de détecteur le monoxyde, il y a d'autres gestes qui sont simples et qui peuvent nous éviter l'hécatombe, donc à savoir une ventilation. La nuit à la maison suffira pour éviter ce drame qui est causé par ce tueur invisible ou tueur silencieux qui est le monoxyde. Et avant de parler du monoxyde, il y a aussi l'étouffement ou l'asphyxie par le gaz naturel. Donc c'est un problème où il y a beaucoup d'interventions, surtout des éléments de la protection civile. Dès que la vague de froid arrive, c'est la panique générale, étant donné que on est en train de recenser des dizaines de décès chaque année. À travers le pays. Pardon, c'est répétitif. Cela veut dire qu'il y a un problème quelque part qu'on n'a pas pu régler. Quel est ce problème? Donc c'est la question qui se pose. Quel est ce problème? Nous, par exemple, on doit faire parler les chiffres.
À chaque année, on dispose de chiffres. 100 décès. 89. Cette année, on est à 50 décès. Juste le mois de janvier, nous avons 50% des décès. Les 50 en un mois. Cela veut dire qu'il y a un problème. Un problème dans la sensibilisation. Il y a urgence. Il faut arrêter ce drame. Arrêter ce drame, primo, par la sensibilisation à large spectre. Je dis bien à large spectre, c'est-à-dire tous les secteurs sont incriminés. La santé, la sonal gaz, la protection civile, le commerce, tout le monde est concerné pour arrêter ce drame. Donc, quelles sont les causes principales? Les causes principales détectées lors de l'année 2018. Primo, manque d'aération. Secondo, obstruction des voies d'évacuation. Tertio, les appareils. Les appareils, c'est le problème des années. Depuis que je suis président de l'association des consommateurs de la ville de Lausanne, je parle d'appareillage vétuste, appareillage ou appareil contrefait, appareil ne répondant pas aux normes de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces appareils? Actuellement, il y a des solutions. Donc, j'aime bien faire partie de la solution et ne pas faire partie du problème. On ne touche les problèmes dans tous les domaines, c'est-à-dire les intoxications alimentaires, on recense, on parle des problèmes. Mais on n'a pas solutionné. Les solutions sont simples. Avant d'arriver au détecteur de monoxyde, il y a la ventilation centralisée, il y a la climatisation centralisée. Comment se fait-il qu'actuellement, on construit des cités verticales avec des sommes colossales, alors on n'arrive pas à faire une chaudière qui est distante, une chaudière distante, qui peut régler ce problème de monoxyde. Ça, primo. Secondo, nous avons aussi, au niveau des établissements scolaires, il y a 34 ou 40, bon, je dis 34 pour donner un chiffre moyen. Donc, il y a 34 élèves dans un espace où le cubage d'oxygène, il est réduit. Non, on ne parle pas de monoxyde. Le cubage d'oxygène, on ferme et tout le monde respire. Il y a sans monoxyde, sans chauffage, il y a une réduction d'oxygène. C'est pour cette raison que, c'est-à-dire le taux d'occupation des classes, on parle de taux d'occupation de classes. Combien d'élèves devront être dans une classe pour qu'il y ait... Docteur Haddad, je peux, si vous permettez, vous dire qu'au niveau de la wilaya d'Alger, il y a certaines communes où les lycées sont concentrés, il y a jusqu'à 50 élèves par classe. Et il fait très froid, c'est la vague de froid qui vient de s'installer, on ferme toutes les fenêtres, on ferme la porte, donc comme il vient de dire, il n'y a pas de bouffée d'oxygène, d'aération à l'intérieur, on respire du gaz carbonique. Il y a 7 mètres cubes par personne. Normalement, dans une classe, il faut compter, il faut qu'on arrive aux normes scientifiques, monsieur. Donc on ne parle pas de décès, d'inhalation de monoxyde, d'inhalation de... Et même le CO2 qui est en train de tuer notre planète, il faut le réduire aussi. Donc il y a des milliers de voitures partout. Donc nous avons... On n'est pas arrivé sur ce débat sur l'environnement ici en Algérie. On en est loin, on le regarde sur l'échelle étrangère, mais personne n'a encore tiré la sonnette d'alarme sur la pollution que l'on émet ici, que l'industrie émet, que nos voitures... Le CO2 quand même. Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je ne dis pas pourquoi, je dis pas heureusement qu'on ne l'a pas fait, je dis nous ne l'avons pas fait. Parce qu'aucune étude sérieuse n'a été réalisée jusqu'à présent ici, et parce que pas d'experts pour en parler aussi, parce qu'il serait très facile de copier les mots et de prendre les mots de la phraseologie de l'autre côté de la Méditerranée, sauf que ça ne s'accorderait pas forcément au cas algérien. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, si vous le permettez, docteur, sur le cas Relizane. Vous avez dénombré combien de victimes cette année, sur les derniers mois, on ne parle pas que du mois de janvier, et quelles sont les causes de ces accidents liés au monoxyde de carbone? Malheureusement, on a compté plus de... Il y en a 6 cas. 6 cas janvier ou 6 cas... 6 cas 2018. Janvier, alhamdoulilah, heureusement, on n'a pas de cas. Il y a une vigilance. On a commencé par la sensibilisation à large spectre au niveau de l'ISAN. Moi, personnellement, j'ai commencé au niveau des établissements scolaires. J'ai fait des leçons interactives. Des leçons interactives avec les élèves.
sont les messagers. Et entre-temps, on a demandé au directeur de l'établissement de distribuer, faire des pour comment dirais-je, pour assister à cette sensibilisation, faire des photocopies aux dépliants, puis les distribuer, pour qu'on puisse toucher le maximum de citoyens. Donc, à Rulizane, il y a toujours le problème. Quand on a fait les analyses des chiffres, monsieur, on a trouvé que 80% des problèmes survenus au niveau des bâtiments, c'est-à-dire les habitations collectives. Les habitations collectives. Cela veut dire que le problème, on peut le régler. 80%, je dis bien 80% des problèmes de monoxyde sont arrivés au niveau de ces monoblocs, si j'ose dire, ces monoblocs qui sont fermés. Et en plus, il y a aussi, nous avons des problèmes, à savoir, nous avons des problèmes structurels, nous avons des problèmes d'équipement et nous avons des problèmes de l'être humain. Je commence avant tout par les problèmes structurels. Il y a des problèmes. La conception du logement, nous devrons repenser, répondre aux normes de sécurité en matière de logement. Il y a une commission. Il y a une commission. Avant de distribuer un logement, il y a une commission. Donc, la sécurité, je dis bien, parce que le monoxyde fait partie des accidents domestiques. Oui. D'accord. Ces accidents domestiques, parmi eux le monoxyde, il y a d'autres. Oui. Il y a des normes au niveau de la structure. Et primo. Secondo, au niveau de l'appareillage, c'est-à-dire l'équipement. Oui. L'équipement, nous avons un problème. Pourquoi ne pas nous avons des producteurs au niveau des opérateurs dans notre économiques pays. Nous avons des producteurs. Pourquoi ne pas intégrer un détecteur de monoxyde sur l'appareil? Ça, c'est un problème. Vous en aviez parlé les semaines précédentes. Si vous avez dit que certains opérateurs... Il y a un opérateur qui est installé à l'Est. C'était Condor, c'est ça? C'était Condor, exact. Condor qui, quand il sortait ses chauffages, ses fameux chauffages... Il est nouveau, cet appareil. Il vient Mais de le mettre... qu'il l'a arrêté. Non, il n'a pas arrêté. Il l'a mis au point. C'était au mois de décembre 2018. Il l'a mis en vente à partir de décembre 2018. Et il est équipé d'un... C'était la dernière fois ce que vous aviez dit, si ma mémoire est bonne. Vous avez dit certains vendaient ces fameux chauffages avec les détecteurs. Pas un détecteur, un Clexan. C'est un petit appareillage. Là où quand il détecte c'est pas un détecteur de monoxyde de carbone. Quand il ressent qu'il y a un refoulement de monoxyde de carbone, il s'arrête de fonctionner, il coupe. C'est un Clexan. C'est bien ça. C'est un Clexan. Je peux donner, et il y a 3 modèles. Le petit qui assure un volume de chauffage de 65 mètres carrés. Combien? Il fait 17 800 dinars. Le second... Doté de ces fameux oui, le Clexan. Ouais. Le second, il assure un volume de chauffage de 80 mètres carrés qui fait 26 600 dinars. Et le grand, il assure, je crois, plus de 100 mètres carrés de volume de chauffage. Il fait, je crois, dans les 28 500 dinars. Ouais. C'est la seule marque aujourd'hui qui développe. C'est la seule marque. C'est un excellent moyen de faire de la pub. C'est un excellent moyen. En cette période, on en rit, mais parce si que vous permettez, M. Mahrem, je vais inviter cet opérateur qui vient présenter. Pardon. Non, ça va aller, vous l'avez dit, c'est largement suffisant. Non, on peut montrer l'équipement lui-même, le Clexan, comment il est doté. C'est une nouvelle technologie et ce produit, ce chauffage est certifié. On aura tous les autres opérateurs qui vont dire vous avez favorisé cet opérateur alors que nous aussi parce qu'il est certifié par la communauté européenne, ce produit. Il a été certifié par certifié CE. Oui. C'est ça l'avantage. On encourage le produit national au détriment des produits importés. Et certains produits importés ne répondent pas aux normes. Au détriment. Qu'est-ce à dire? Non, le produit algérien, il est plus conforme par rapport aux produits qui sont importés de l'étranger, qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité. Ça dépend pour qu'on ne nous prenne pas pour des illuminés, parce que non, beaucoup de choses sont dites. Je parle des importateurs. Oui, alors, c'est très bien. Parce que beaucoup qui avaient une tribune à une certaine époque, sur les derniers temps, ont annoncé tout et n'importe quoi. On est bien d'accord, de la Suède à Alger, on se pose des fois des questions. Juste, vous voulez dire qu'on resitue un peu, que certains produits sont normés, qu'on le veuille ou non, que ce soit du Made in China ou Made in Europe, quels que soient les pays, mais il existe aussi certains importateurs véreux ici, chez nous, qui importent des produits contrefaits. Très bien. Exact.
Non, parce qu'on ne va pas remettre en question la réputation de grandes marques qui sont installées ici et qui pourraient se dire, à cause du produit national, on nous taxe de mauvais produits. Voilà. Non, juste pour qu'on soit... Docteur, avant de vous laisser repartir, parce que le temps file. Hein. Oui. Ah bah oui, docteur. On n'a pas parlé de tout. Attends, si vous permettez encore. L'association de Relizane a organisé une journée d'information, de sensibilisation régionale. Oui. Là où il y a eu plusieurs directions du commerce et plusieurs associations de l'Ouest rencontrées au niveau de la Maison de la Culture de Relizane. Oui. Et la fédération également était présente. Nous avons organisé une journée qui a apporté ses fruits. Une journée d'études et de... N'essayez pas. Ça va. Merci. Une journée d'études et de sensibilisation organisée au niveau de la ville de Relizane, c'était régional, heureusement, que tout le monde est sensible à ce problème de monoxyde. Et nous avons généralisé, étant donné que les accidents domestiques font ravage aussi, il faut en parler un jour, hein, parce qu'ils sont à peu près en mesure avec les accidents de la route. Oui. Mais on n'en parle plus parce qu'un accident qui survient à domicile, tout simplement. C'est ça. Et l'autre accident survient dans un lieu public où la médiation elle est accrue. Donc, on a organisé, on a même invité étant donné qu'il a présenté une solution au problème, on l'a invité. Oui. Venez, vous exposez votre appareil. Et il est venu, il a exposé? Et il n'est pas venu, malheureusement. Malheureusement, il n'est pas venu. Donc, je passe. Il est ramené ici, il leur a fait faux bon chez eux. Ils étaient loin, ils étaient vraiment loin. Ils étaient à la Ouate. C'est pas grave, c'est très bien. On va saluer l'innovation chez Candor, mais c'est très bien. Et en espérant que les autres opérateurs économiques fassent la même chose. Que ce soit les Euniem, que ce soit les Iris, que ce soit les autres marques qui existent chez nous. Pourquoi j'ai dit au préambule que la sensibilisation doit être généralisée? Même ces opérateurs sont concernés. Okay. Bien sûr. Les autres secteurs, les opérateurs, parce qu'ils nous aident à régler ce problème. Donc, je passe. L'appareil, je passe. Il y a d'autres volets qui est très important, à savoir l'être humain. Oui. L'être humain, nous avons trois êtres humains. L'être humain négligent, l'être humain inconscient et l'être humain ignorant. Et l'ignorant sur pardon. L'être humain ignorant, c'est un être humain qu'on doit le sensibiliser. Cela veut dire que la sensibilisation elle-même ne suffit pas. Donc là, le négligent, ça, c'est un autre problème. Et l'inconscient, c'est lui qui nous apporte des appareils vétustes ou des appareils qui ne répondent pas aux normes. C'est les importateurs. Et voilà, c'est les importateurs. Donc on doit régler le problème dans son fond. On ne doit pas compter nos morts à chaque année. Oui. On est censé de régler ce problème. Et on commence Remad cette année, plus de 50 morts en moins d'un mois. Très bien. Ça fera forcément un bilan hyper négatif pour ce fléau en particulier. Merci d'avoir été parmi nous. Vous revenez quand vous voulez, mais maintenant vous connaissez l'adresse. Zianada, docteur Zianada, vous travaillez au sein de la DSP, la Direction de la Santé de la Population de Relizane. Vous êtes président de l'association de la protection des consommateurs de Relizane. Mme Toumi? Même au niveau de Relizane, ils ont pratiqué les soldes également. Ils sont concernés par les soldes. Ouais, de vrais soldes ou de fausses? Je vous pose juste cette question. De vrais ou de fausses soldes? Il n'y a pas de déclaration jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Hey, Toumi, ne nous parlez plus de choses qui n'existent pas réellement. Je vous le dis. Merci à vous. Vous reviendrez? Avec plaisir. Tranquille. Mes questions ne vous dérangent pas trop? Non, ça va aller. Ça va être le débat du mois, tiens. À chaque fois qu'il y en aura un qui passera, je dis, ça va, tu veux des questions de lycéen ou tu veux qu'on continue? Alors du coup, merci encore. Merci messieurs, merci d'avoir été là. Parfait, hein, parfait pour le studio. 25 degrés, je trouve que c'est un peu chaud quand même. Un peu chaud. Et par contre, 0 ppm. Pas de problème lié, pas de risque lié au monoxyde de carbone. Si vous le trouvez, achetez-le. Et si vous avez les moyens d'en acheter quelques-uns et de les offrir Il fait 30 € à l'étranger. Très bien. Si vous avez les moyens d'en acheter et de les distribuer à des personnes qui sont dans le besoin, n'hésitez pas aussi. Ça sauve. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, petit reportage sans plus tarder. Petit, mais grand par le fond aussi. Alors, ça parle d'une literie familiale. À Mila, tiens, à découvrir. On se retrouve juste après. La laiterie Amani dans la commune de Ouetcheguine à Mila est un bel exemple d'un investissement privé créé en 2012. Sa capacité de production atteint aujourd'hui 60 000 litres jour de lait cru dans un process où la norme de la qualité est rigoureusement respectée. On conditionne le lait en sachet
des sachets en polyéthylène de 1 litre. On fait la fabrication du lait entier avec 30 de matières grasses, du lait demi-écrémé de 15 grammes par litre de matière grasse, et on fait aussi du lait totalement écrémé. On fabrique aussi là du ben de 10 grammes par litre. De père en fils, depuis là, on a choisi la laiterie parce que nous sommes dans un bassin de lait de vaches crues. La laiterie, elle a importé 875 vaches. Elle a dispatché au niveau de tous les éleveurs. Et pour cette année, Inch'Allah, on a un contrat signé avec les Polonais d'importation de 600 vaches laitières. Ce sont 40 postes d'emploi générés par la laiterie Amani qui, outre la production du lait, une unité fromagère a été créée, une manière de diversifier sa production. Ici, sur notre atelier de fabrication de fromage à presser, les principales étapes commencent par la maturation du lait à l'aide des ferments lactiques, puis arrive l'étape de coagulation sous l'action de la pression. Après, il arrive les étapes de tranchage, brassage, de lactosage, pré-pressage et le pressage final. J'étais en chômage, mais après l'ouverture de cette laiterie dans ma commune, j'ai trouvé un emploi ici et maintenant ça se passe bien. La wilaya de Mila est sans conteste un des plus importants bassins laitiers dans la région et vu son caractère agropastoral, les potentialités en la matière sont énormes. La wilaya dispose d'un cheptel de plus de 45 000 vaches laitières avec une production annuelle de 134 millions de litres. Une production qui alimente également une partie de 6 wilayas limitrophes. Donc c'est une wilaya qui a beaucoup de potentialités, notamment on a beaucoup d'opérateurs qui sont installés depuis déjà quelques années au niveau de notre wilaya. Donc je dirais que cette filière elle a de l'avenir. La pérennité de la filière lait et son indépendance progressive vis-à-vis de l'importation de la poudre de lait passe inévitablement par l'intégration du lait cru. Voilà, la laiterie de Mila racontée ce matin par Saïd Amayouf, cette histoire de famille. Vous aimez le fromage, vous? Ah oui, j'adore. Oui, vous mangez quoi comme fromage? En fait, j'aime bien tout ce qui est fromage à pâte molle. J'aime bien ça. C'est un fromage à pâte molle. C'est-à-dire tout ce qui est des bons fromages. Hein. Le fromage blanc? Non, c'est pas le fromage blanc. C'est pas du vrai fromage, ça, vous le savez, j'espère. Ah oui, c'est un mélange de tout. Et... Attention, hein. Ouais. J'aime bien manger le fromage, mais c'est pas tous les jours. Hein. En fait, le fromage que peut-être je consomme tous les jours, c'est généralement du yaourt nature et un peu de fromage blanc. Voilà. Mais sinon, de temps à autre... c'est quoi les fromages à pâte molle? C'est camembert, brie. Voilà, le brie, exactement. C'est les plus gras. Les plus gras, hein? Oui, oui. C'est les fromages qui contiennent les plus de graisse saturée. Donc au moins 40 à 50% de graisse saturée. Ah ouais. Donc c'est pas un truc à consommer dans tous les repas en tout cas. Avec du pain ou sans pain? Ça dépend en fait. Oui. Vous mangez un peu de pain, vous? Bien sûr. Oui, beaucoup? Ben oui, il n'y a pas de bon ou mauvais aliment. Mais il cherche à faire son intro à son sujet. Et je te jure que tu vas courir. À tous les prix. Non, mais sincèrement, vous mangez du pain? Oui, bien sûr. Quel type de pain vous mangez? Ça m'arrive où je mange du pain blanc, hein, ça m'arrive où je mange du... En fait, par rapport au pain, puisqu'il y a cette... vous connaissez certainement le principe de l'index glycémique. C'est-à-dire chaque aliment, quand on parle des glucides principalement, donc ils ont ce qu'on appelle l'index glycémique qui permet de savoir quelque part, donc c'est pour voir est-ce que cet aliment provoque une montée rapide ou brutale de glycémie. Mais en termes de nutrition, en termes de priorité nutritionnelle, c'est pas un truc très très important, surtout pour quelqu'un qui fait du sport. Voilà. Donc manger du pain blanc ou du pain complet ou du pain à base d'orge ou d'avoine, finalement il n'y a pas une différence colossale entre ces... Voilà. Après bien sûr il faut savoir placer, jouer un petit peu sur le côté des fréquences ou peut-être le temps de manger du pain blanc après une séance de sport. Vaut mieux le faire après une séance de sport que de le faire éloigné de son activité physique. Après ou avant la séance de sport? Généralement c'est après. Ah oui? Oui.
Avant, c'est pas bon. Et en fait, ça dépend de quel type d'activité physique. Oui. Là aussi, on reviendra toujours à dire le type d'activité physique est aussi très important par rapport à la gestion alimentaire et du timing justement de n'importe quel aliment. Le pain en fait partie. Nous avons 7 minutes pour essayer de comprendre ce fameux mythe sur les bons et les mauvais aliments. Oui, oui. Vous dites qu'il n'existe pas de bons, et vous dites qu'il n'existe pas de mauvais aliments. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse. Bien sûr. Je ne prends je ne prends parti ni pour les uns ni pour les autres. Oui. Les scientifiques ont élevé leur voix ces dernières années pour dire que le lait était hyper dangereux, que le lait de vache était fait pour la vache, ni plus ni moins, pas pour l'homme, que le sucre était la nouvelle coke, la nouvelle cocaïne, la nouvelle drogue pratiquement dure. On a parlé aussi du pain comme étant hyper dangereux pour la santé, pour le cholestérol et ce qui va avec, ce qui va pas. Donc à partir de là, vous avez tous ces éléments, vous faites votre discours et vous en assumez les conséquences. Bien sûr, pleinement. Et la viande rouge avec excès, c'est pas bon pour la santé. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça, justement. Donc tout ça, vous l'avez bien dit, et ces idées circulent toujours. Donc on dit que la viande rouge provoque les cancers. C'est même l'OMS qui a dénoncé ça il y a quelques temps. On parle aussi du gluten, de tout ce qui est gluten dans les céréales, le pain et tout ce qui s'ensuit. On parle aussi du lactose, puisque justement donc cette histoire de lait de vache et les conséquences derrière. En fait, c'est toute une propagande. Hein. Ici, réellement, on pousse un peu nos recherches dans le sens où est-ce qu'il y a réellement des études qui ont été faites sur le lait, est-ce qu'il est fait pour l'homme ou exclusivement, on dit que c'est le seul mammifère qui consomme le lait, apparemment, donc ça c'est sorti récemment. Il y a même des discours qui ont été un peu poussés plus que ça, c'est-à-dire on va un peu même dans l'extrême, où on dit que le lait carrément n'est pas fait pour l'homme, alors qu'à travers l'histoire, si on voit nos ancêtres, ils consommaient du lait. Donc après, bien sûr, on reviendra toujours à que ça soit donc la viande ou le lait ou le pain, ou là, le principal, on va dire le mot d'ordre, c'est toujours la modération. Ça, par contre, on a un souci de gestion de quantité, spécialement ici en Algérie. On a dit qu'on on a ce sens des priorités qui est un petit peu, qui va un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, on ne sait pas casser nos priorités en nutrition, principalement donc la balance énergétique qui est maîtrisée par pratiquement personne. C'est-à-dire, très rarement vous allez voir une personne qui cherche à quelles sont ses dépenses journalières, ou trouver un équilibre entre ses dépenses ou ses consommations, peu importe que ses calories ou son énergie viennent du pain ou du lait ou de la viande ou du yaourt. Mais si cette loi de la balance énergétique, elle dicte toujours que si vous consommez plus que vous dépensez, que vous consommez des cookies ou vous consommez des aliments très sains, entre guillemets, vous allez quand même prendre du poids. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour ça que ça revient à dire, par rapport au sujet d'intro, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais aliment, puisque si on dit qu'il y a un bon ou mauvais aliment, on va en fait créer du cerveau, donc comme un désordre alimentaire, parce que ça se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire le cerveau va se dire, donc finalement cet aliment est mauvais et cet aliment est bon. Et on a pris ça généralement dès le jeune âge. C'est-à-dire, ne mange pas ça, il faut privilégier plutôt le fruit, plutôt le légume. Attention, donc ça c'est occasionnellement, oui. Alors vous définissez par quoi l'aliment ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de vous dire les bonbons, alors c'est bon pour la santé. Justement, l'aliment, en fait, je peux le définir comme une information. Voilà, c'est juste une information. Dire que l'aliment fait partie de tout un lifestyle. Ce n'est pas l'aliment qui va faire que vous allez atteindre ou pas votre objectif, par exemple. C'est une composante parmi d'autres. L'aliment fait partie de plusieurs facteurs. Il y a l'aliment, il y a comment digérer cet aliment. Il ne suffit pas juste de manger et dire je prends ou je perds. Il y a une panoplie en fait de... Non mais je vous demande la définition même de l'aliment. C'est quoi un aliment pour vous ? Qu'est-ce qu'un aliment ? Est-ce qu'un millefeuille est un aliment ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire l'ensemble des choses qui peuvent traverser l'œsophage. Le tractus digestif, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire tout aliment qui
on va dire, qui donne de l'énergie en termes de calories, en termes d'unités, donc en termes de calories, c'est un aliment. Que ce soit un aliment qui est vu par la société comme sain ou pas sain, après ça, c'est un autre discours. Et généralement, donc, les personnes qui voient ça comme bon ou mauvais aliment, ils développent généralement des troubles du comportement alimentaire en disant carrément que ça crée généralement ce sens de culpabilité si on mange ces mauvais aliments. Donc on mange le chocolat par exemple, comme je l'ai fait dernièrement. Moi j'ai pas culpabilisé, attention. Vous l'avez même mis sur internet, je me suis inquiété, Voilà, je me suis dit si j'étais comme lui, je passerais ma vie à écrire sur internet quoi. Il a mangé un chocolat, il a dit voilà le chocolat. Bah voilà. Voici l'accusé et l'auteur du crime, c'est Zarabia, c'est lui qui me l'a donné. Il fallait pas culpabiliser. Pas du tout, parce qu'en fait si on culpabilise, c'est si on je suis inquiet moi pour vous. Si vous culpabilisez pour un carré de chocolat. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent, même s'ils ne le montrent pas directement, ils mangent un carré de chocolat ou 2 ou 3, et quand il y a ce sens de culpabilité, ils vont tripler ou quadrupler leur quantité, et c'est là le problème, parce que si on dit que c'est un mauvais aliment, donc la personne, elle a triché quelque part, elle a transgressé une règle. Voilà, donc si elle mange le bon aliment, elle peut en abuser. C'est ça, en tout cas, le revers de la médaille. Je peux vous raconter une petite anecdote. Dernièrement, dans la formation que j'ai faite il y a une semaine, il y avait une personne qui disait que moi, j'aime bien l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé, donc j'en consomme tout le temps, sur tous mes repas. Et par contre, voilà, il avait des problèmes de poids, donc il n'arrive pas à gérer bien son poids. Et on sait que les aliments comme l'huile d'olive, c'est un aliment à densité énergétique très élevée, puisque les lipides sont le macro énergétique le plus élevé. Donc c'est 9 kilocalories par gramme. Et si on mange donc une petite quantité de lipides, de l'huile d'olive, c'est déjà dans son énergie. Donc si on consomme 2, 3 ou 4 ou dans chaque repas, ça monte très très facilement en termes de calories. Donc c'est un petit peu ça le piège dans lequel peut tomber les personnes qui disent healthy ou pas healthy. Voilà. C'est ça, en fait, on ouvre un peu le débat. C'est ça, c'est-à-dire si on dit que c'est healthy, on peut se permettre et on peut manger tout le temps. Mais si ce n'est pas healthy, on mange un petit gâteau, un petit chocolat, et ça peut créer une culpabilité, et on en mange plus peut-être, et donc c'est ça un peu l'effet. Et c'est comme ça généralement que commencent les troubles du comportement alimentaire, qui sont psychologiques. Donc d'où l'importance d'être flexible, d'une manière structurée bien sûr, pas la flexibilité comme voilà, mais être flexible, voilà, c'est un peu ça le mythe du... Le bon et le mauvais, et on l'aura compris, il y a un juste milieu, ça s'appelle la modération. Tout à fait. Et bon, voilà. Je dirais plutôt bon ou mauvais, mauvaise hygiène de vie. Là, ça. Voilà, on a impliqué plusieurs facteurs, on est plus... voilà. Et l'huile d'olive à outrance, c'est pas bon non plus. Bah oui, bien sûr, comme toute autre chose, comme le chocolat à outrance. Ouais. Merci beaucoup. Bah, je vous en merci prie. Jalil Meraska. Merci à vous. Pas Twitter, Facebook, YouTube et Instagram, sport et nutrition, fitness. DZ Fitness et Nutrition. Voilà, DZ Fitness et Nutrition, pour que j'y arrive, parce que des fois je perds... Nutrition sur Facebook, Instagram. J'ai suivi une vidéo, j'ai eu... Ah non, pas la vôtre, hein. J'aurais dû suivre la vôtre, mais sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo d'une YouTubeuse. Maintenant, tout le monde se dit YouTubeur, c'est un métier. Mais je suis un canaleur. J'adore. Et elle disait... Alors, du coup, sa vidéo est intéressante. Alors, c'était comment j'ai réalisé ma transformation. Et je me suis dit, bien. Et dans sa transformation, il y avait 12 kilos, 14 kilos. Donc, je me suis dit, c'est intéressant, quoi. C'est presque à la fin de la vidéo que je me suis rendu compte que c'était dans le sens contraire qu'elle l'a fait. Dans le sens contraire. Donc, elle a pris... Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui disent une prise de masse musculaire aussi. Hein, donc, bientôt, je vous fais de la télé comme font les youtubeurs sur YouTube. Hein. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment on fait de l'architecture, ça se passe dans quelques instants. J'espère que ça se passe bien pour vous. Allez, bon, on va parler d'architecture plus sérieusement, ce sera dans quelques instants, ce sera avec un entrepreneur architecte, monsieur et madame d'ailleurs. Ils s'appellent les Barli, l'un s'appelle Nassim, l'autre s'appelle Siam. Ils ont organisé la grande rencontre d'Alger, une rencontre d'architectes, de passionnés. Ça s'est passé au musée Mama et ce sera dans quelques instants. Ça tombe très bien parce qu'on va parler du musée Mama et depuis quelques semaines déjà a débuté une exposition qui s'appelle Expo World Press Photo. Enfin, c'est le World
Press Photo 2018, les meilleures photos qui ont été primées d'ailleurs dans le monde. C'est Leila Ben Aïcha qui a été, et cette expo elle continue jusqu'à la mi-février, juste pour vous le dire. Ça se passe au musée Mama et c'est parti avec Leila Ben Aïcha. Merci Jeline Miraska. Merci à vous, à bientôt. Une soixantaine de clichés représentant l'exposition itinérante de la World Press Photo 2018 sont exposés au musée d'art moderne et contemporain d'Alger. Le public pourra apprécier les meilleurs travaux du journalisme visuel de l'année 2018. C'est le Press Photo, comme on l'appelle, ça veut dire le prix mondial de la photo de presse. Et c'est d'abord aux Pays-Bas, petit groupe de photographes néerlandais décidé en 1955 de faire un concours de photographie qui serait gratifié par des prix. Bon, évidemment, après, le concours s'est structuré, ils ont fait une fondation, ils ont fait des catégories de prix, ils ont désigné des nominators. Ce qu'on dit nominators, ce sont des membres comme ça de jury en faisant appel à des personnalités du monde de l'art. Pour les responsables de cette exposition, l'intérêt réside dans le processus de sélection des images soumises au concours de la World Press Photo qui procure aux actualités une profondeur qui met en lumière les différentes dimensions d'une même réalité. Je pense que c'est un grand intérêt qu'on devrait avoir pour cette exposition parce que d'abord, les œuvres sont de très grande qualité, aussi bien esthétique que sur le plan du discours que sur la construction de l'image, parce que vous avez des photos qui racontent une histoire avec, là où vous avez 4-5 photos, c'est carrément une histoire que le photographe a construit. Parce que ce n'est pas un photographe qui est venu, paf, qui a pris une photo. Il a construit quelque chose autour. C'est toute une histoire. On a 4-5 photos où on retrouve l'histoire d'un endroit, d'un peuple, etc. Ce cliché d'un manifestant masqué en flammes prise lors des émeutes de Caracas de Ronaldo Schmidt a remporté le World Press Photo 2018. Le public algérien est invité à découvrir ces dizaines d'autres photographies tout aussi impressionnantes. Cette exposition devrait être vue par exemple, les étudiants de l'Institut de journalisme qui font des instituts d'audiovisuel, des écoles d'audiovisuel, être vue par les artistes qui tous travaillent avec l'image. C'est très important de confronter ces visions du monde avec leur propre vision du monde. C'est comme si on montre la réalité du monde à travers ces photos. C'est vraiment magnifique, on se sent, comme j'ai déjà dit, plus proche de ces communautés. Même si c'est des communautés européennes, des communautés latines, japonais, d'africains, mais c'est vraiment, on sent un lien entre ces photos, entre le monde. Les expositions itinérantes de la World Press Photo sont à la fois des fenêtres sur les travaux des plus connus photographes de la presse du monde et un voyage à travers les événements dans le monde capturés avec des visions différentes. C'est bien, profitez de tout. Alors l'expo, elle continue d'ailleurs jusqu'à la mi-février. Ça se passe toujours au musée d'art moderne, le Mama, grande salle d'exposition en plein cœur de la capitale. Vous ne pourrez pas manquer, c'est les plus belles photos de 2018. D'ailleurs, ça s'appelle World Press Photo Expo et ça se passe toujours au Mama, encore une fois. Alors du coup, il y a un autre événement qui s'est déroulé au Mama. C'était la semaine dernière, on vous l'avait annoncé, rappelez-vous. Et ils sont de retour pour nous en parler. Nassim Barli, Siam Barli, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à vous. C'est monsieur et madame. Absolument. Alors, on va parler dans quelques instants de vos projets. Vous êtes architectes tous les deux. Vous avez initié la rencontre d'Alger qui s'est déroulée d'ailleurs au Mama. Le projet qui englobe le tout, c'est le Djesr. On va en parler. C'est un projet assez fou et en même temps qui nous laisse rêver de belles choses pour la capitale. Et puis, il y a un concours international que vous aviez lancé il y a quelques mois. Ça, on y revient aussi. C'est Alger 20XX. Mais juste avant, vous êtes tous les deux, vous êtes architectes, vous vous êtes rencontrés où et comment et quand? À Aleppo. À Aleppo? Bah, oui. Vous êtes de la même promo? Non, pas exactement, avec quelques années de décalage. Non, non, parce que ça rentre dans un cheminement logique. Bien sûr, c'est pas intrusif forcément. Absolument, c'est un tout et tu as bien fait. Qui était en classe sup? Lui. Moi. Ah, c'est lui. Voilà.
faisiez quoi chez les jeunes? Alors, non, c'était... il y avait des rencontres, bon, donc l'EPO c'est une bulle, hein, donc tout le monde se connaît. C'était à quelle époque tout ça? C'était dans les années 90 et dans les années les plus difficiles, donc ouais. En fait, il y avait un concert de musique, de rock, dans lequel je jouais. Ah, c'était même pas un projet architectural. D'accord, il y avait bon, à l'époque, on appelait ça les formes de résistance artistique. C'est ça, oui, un concert de musique de rock, et puis ça a matché. À Ben Aknoun, au centre familial. Ceux qui le faisaient et ceux qui assistaient aussi, c'était une résistance quelque part. Ouais, c'est ça, oui. Donc oui, c'était vraiment dans un contexte très spécial. Mais je pense avoir 20 ans... dans les années 90, oui, c'est très... C'est assez particulier. Ouais. Oui. Et du coup, vous vous êtes promis de ne plus jamais vous quitter. Vous faites d'ailleurs le même métier aujourd'hui. Alors, vous partagez les mêmes projets, absolument les mêmes projets? Oui, on discute de tout, absolument, oui. Oui, les mêmes idées, les mêmes ambitions surtout. Oui. On a des points de vue peut-être différents parfois, c'est clair. Mais complémentaires, on va dire. Complémentaires, oui. Votre quotidien, il est fait de quoi? Bon, vous avez une entreprise qui s'appelle Arfen. Ça faut le dire. C'est quoi? On appelle ça un bureau d'architecture? Oui, une agence, un cabinet. C'est ça. Votre cabinet s'appelle Arfen. Mais de quoi est fait votre quotidien? Au-delà de ces projets, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est quoi, de quoi est fait votre quotidien? Ces projets-là sont quelque part dissociés du bureau. Donc c'est quelque chose qui est plus d'ordre personnel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre ville, pour notre société. Donc notre quotidien est fait de ça. Et il est fait de comme tous les parents. C'est une démarche citoyenne, si on veut. Donc c'est vrai qu'il y a une recherche qu'on entame parce qu'on est passionné par notre ville. Et donc du fait qu'on soit architecte, c'est comme ça qu'on approche notre ville, par ce regard-là, par ce biais. Et bien sûr, je mets l'accent sur le fait que c'est tout simplement une prise de conscience, je ne sais pas, ou une action citoyenne, tout simplement. Alors vous lancez votre projet qui s'appelle Jisr El-Jazair. C'est quoi le déclic et c'est quoi l'idée de base? Alors, l'idée de base, elle est toute simple. Alors, oui, il y a eu un déclic parce qu'il y a eu des rencontres, et notamment une en particulier, qui nous a fait, disons, réfléchir sur cette magnifique baie qu'on voit là, ici en arrière-plan. Et on s'est dit, cette baie, pour nous, c'est quelque sorte d'énigme urbaine à résoudre. Donc on a commencé à réfléchir, à dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette baie-là? Comment l'intégrer à Alger et comment faire vraiment quelque chose d'uni? Parce qu'au-delà des cargos, cette baie ne sert absolument à rien. C'est ce que disent beaucoup en tout cas. C'est-à-dire que visuellement, on se rend compte qu'il n'y a que les cargos qui en profitent pour stationner leurs navires. Et surtout, la baie, elle est polluée. Et ça, peu de gens le savent. Et donc, il y a une certaine manière, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ce patrimoine aussi. Parce que la baie, pour nous, est un territoire. C'est pas juste la mer ou c'est pas juste quelque chose qui est dans le décor. Mais c'est quelque chose sur laquelle on devrait agir, on devrait aussi intégrer à la ville. Voilà. D'accord. Donc, est venue donc l'histoire de Jisr El-Jazair, c'est de créer cette connexion, cette liaison qui quelque part réunirait toutes les populations d'Alger, les Algérois, mais aussi donnerait la possibilité de visiter cette baie, pas uniquement de la traverser. Donc on parle de pont, et c'est vrai que beaucoup de gens, il y a eu en fait pas un amalgame, mais les gens ont focalisé sur le pont, mais en termes de pont physique, d'infrastructure, de béton, etc. Et donc avec tout ce qui s'ensuit. Et nous, on essaye d'expliquer que non, c'est bien au-delà. Il y a plusieurs lectures de ce pont. Donc c'est un vecteur de cohésion sociale, économique, c'est un vecteur de développement touristique. C'est beaucoup de choses qui pourraient advenir pour la... Alors ce fameux pont dont on parle, c'est Jardin d'Essai jusqu'à la Pérouse. C'est ça? En fait, il y a une partie, c'est à 3 bras. Même ça, c'est inédit un petit peu cette manière de voir ce type de pont. Enfin, si on peut parler de pont physique. Alors, c'est cette image-là. Hein, alors, celle-ci, c'est ce qui est resté. C'est ce qui est resté. En fait, c'est la toute première. Mais là, il faut expliquer que ça, en fait, et on l'a expliqué. C'est le pont de Lisbonne. Oui. C'est un photomontage. Alors, il y a tout un texte qu'on avait publié et qui est toujours sur le blog, le 21 septembre 2017, le jour où on a lancé l'initiative. Et il y a un texte. Alors,
peut-être, je ne sais pas pourquoi les gens plus focalisaient sur l'image que sur le texte, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et là, dans l'image parle plus, peut-être. Oui, mais l'illustration, on a bien mentionné que c'était un photomontage entre le pont de Lisbonne et la baie d'Alger. Le but, on ne disait pas c'est ça que vous avez réalisé, parce qu'on sait que c'est pas encore sorti de l'eau, mais voilà, absolument. C'est votre projet, c'est de faire traverser. Alors vous dites à 3 bras, ça veut dire quoi à 3 bras? Bebloued, et bien sûr, il y a aussi un point d'ancrage au niveau des Anasser. Voilà. Alors c'est ce qu'on est en train de voir aussi. Alors oui, c'est un peu le schéma absolument. Alors en fait, le pont n'est pas sur le large. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'était de ne pas faire une connexion bête et méchante, je relie un point A à un point B. Oui. Mais là, on a ramené le pont à l'intérieur de la baie, avec des îles artificielles qu'on a appelées des îles flottantes. Oui. Et de telle sorte à ce que quand on visite, soit quand nous traverserons le pont ou on visiterons les îles, donc on a ce panorama qui est à portée de vue. C'est-à-dire on a cette perspective sur la baie d'Alger. Pas au large. Alors il y a des contraintes techniques aussi qui nous ont fait ramener le pont au niveau le plus proche de la baie, c'est par rapport aux profondeurs, par rapport à la bathymétrie de la baie. Donc il y a des aspects aussi techniques. On est sur une profondeur de combien sur la baie d'Alger? Alors quand on se rapproche, donc là on est à peu près à 1 kilomètre de... Ah oui. Non, c'est-à-dire la partie proche, c'est 1 kilomètre du rivage. On est à 40-30 mètres de profondeur. Voilà. Les deux pointes, par contre, sont à 90. Oui. Donc, et il n'y a aucun intérêt de le faire sur le large. Voilà. Pour en faire vraiment un élément urbain, il faudrait donc qu'il soit vraiment intégré à la baie. Voilà. En fait, l'idée c'était quelque part que la baie, comment dire, recèle des pouvoirs de, comment on pourrait appeler ça, de cohésion réellement, de la société et de la ville physique. C'était ça aussi un peu l'idée. C'est pour ça que nous avons lancé le projet en partage aussi. On ne se l'est pas approprié quelque part, on a travaillé dessus et puis on le propose aux autorités par, disons, un cheminement classique. Là, on l'a mis comme ça sur la table et on le partage. Et pendant toute cette année, 1 année et demie, c'était franchement une aventure humaine. Je le redis souvent, parce qu'on a fait beaucoup de rencontres et on a eu, à travers ces rencontres, un éclairage à chaque fois différent et très enrichissant du point de vue social et du point de vue également, fonctionnement de la ville et puis tout son potentiel. Voilà. Alors du coup, dans ce projet, pour aller un peu dans le même sens et continuer un peu sur la thématique, alors Jessel Jazair, c'est le projet global, et puis il donne naissance aussi à un concours international, c'est Alger 20XX. Alors forcément, c'est quoi? C'est dessiner le fameux pont, l'imaginer, Alors, justement, il ne s'agit pas de le... Alors jusqu'à présent, je tiens à préciser qu'on n'a pas dessiné le pont. Oui. Donc on a en fait tout ce qu'on a représenté, c'est un faisceau lumineux qui pourrait porter une liaison, une connexion. Oui. Même si les gens, encore une fois, et même les médias, certains médias, et par enthousiasme peut-être ou par excès de, d'optimisme et de... ont vraiment montré des images de pont, mais en fait, nous n'avons jamais dessiné un pont ou montré un pont. On a montré un faisceau lumineux qui réunirait ces deux... Après le fantasme de chacun. C'est ça qui est bien aussi. Vous savez, alors par exemple, il y a un ami artiste plasticien qui a dit que, en fait, ce pont relierait peut-être 2 quartiers populaires qui sont Bebloued et Ain Taïa. Et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils ont compris, c'est ce qu'ils ont... ils ont été touchés par ça. Mais d'autres ont vu autre chose, ont vu un aspect plutôt touristique, comment être dans la baie, etc. etc. Alors Alger 20XX, c'est quoi? Alger 20XX, c'est vraiment essayer de réunir toute cette créativité. Alors, donc, on l'a réservé pour les jeunes de moins de 30 ans, et notamment les étudiants, de par le monde, 400 inscriptions, 55 nationalités, donc un fabuleux coup de projecteur sur Alger. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est notre rôle aussi d'être un peu ambassadeur et qu'on parle de notre ville. Et un jury international. Vraiment un jury de très très haute qualité. On a eu cet honneur d'avoir vraiment des grandes personnalités de l'architecture, de la sociologie, de l'urbanisme qui parrainent et qui soutiennent cette démarche. Et donc on a eu des
des résultats qui étaient, disons, qui répondaient à cet énoncé que nous avions donc émis, et dire comment, dans le futur, vous les jeunes, comment vous imaginez cette veille, avec cette liaison-là en Y, parce qu'on a en fait on a donné quelques idées, le tracé, mais après vous, comment vous... Et c'est là où on a présenté tout cela. Alors si vous le permettez, on va se faire une deuxième partie dans les prochains jours. On prend rendez-vous dès maintenant et on continuera sur deux questions qui sont essentielles parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Alors c'est comment a été perçu ce projet par les autorités. Je vous laisse une semaine, si vous acceptez de revenir, hein, je vous laisse une semaine pour réfléchir à cela et pour revenir un peu sur comment a accueilli la Wilaya d'Alger ce projet, les différents ministères concernés. Alors qui sont les sceptiques et pourquoi? J'imagine qu'il y en a beaucoup qui vous ont parlé de béton en plein mer. C'est comme l'exploitation de certains sites naturels en disant qu'on va les détruire alors qu'on en fait la promotion. Et puis la troisième question, c'est la rencontre d'Alger et les grands moments. Et à ce moment-là, on pourrait revenir avec quelques extraits du live parce que vous avez diffusé sur Internet, sur Facebook, vous avez fait un super live, traduit en anglais d'ailleurs, sur YouTube, voilà, qui a été retransmis avec traduction en anglais. Donc ça permettait à un plus grand panel et un plus grand nombre de pouvoir suivre la conférence à l'international. Donc si vous le permettez, on se retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir. Merci Nassim Barli, merci Madame Siam Barli, c'était un plaisir de vous rencontrer. La semaine prochaine, je vous éviterai les questions sur la vie privée. Et surtout là, il y a I Love DZ. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on est en train aussi de partager. Et ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a plein de grands projets. Parce que, je vous juste la parenthèse, on est super en retard parce qu'on va aller à Tikjda, mais vous aviez demandé un jour, et j'ai posé la question au responsable du patrimoine du ministère de la Culture. Alors, c'était à Zeggar que j'avais posé la question. J'avais dit, il y a Nassim Barli qui cherche en direct ici. J'ai dit, il cherche une parcelle de terrain de 60 mètres carrés en plein Casbah, il veut monter une tour. Je vous jure qu'il a failli se faire entrer le stylo par la gorge. J'y reviendrai la semaine prochaine. Après, il a compris, c'était quoi là. Oui, bien sûr, mais c'était le but de choquer avant tout et puis après d'ouvrir le débat. On en parlera avec plaisir. Merci à vous. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Week-end à Tikjda. Juste après, c'est Mohamed Ben Gaspia qui sera avec nous. Ici, ils sont jubilés pour le 24 février prochain. Mais avant, on va faire un petit tour à Tikjda. On va découvrir tout cela et l'ambiance en plus, ambiance famille, pour vous dire. Allons-y. Le soleil brillait de nouveau ce week-end et la tentation d'en profiter au maximum est forte. Mais où aller? Quelle direction prendre? Le cœur ne balance pas longtemps lorsqu'on est si près du Djurdjura. Niché au cœur d'un pittoresque environnement dominé par le majestueux massif montagneux du Djurdjura, la station climatique de Tikjda convie les amoureux de la nature à apprécier les bienfaits multiples d'une réserve naturelle exceptionnelle. Il y a une très très bonne ambiance, on est bien entouré, il y a beaucoup de verdure, il y a de la neige, c'est magnifique. On vient chaque année ici pour profiter du beau paysage de notre pays et j'invite tout le monde à venir à cet endroit parce que c'est vraiment باراديزياك. تكجدا روعة ما نكذبش عليك، نفضلها 1000 مرة على يعني بلاد الخارج، ما نكذبش عليك، بلادي شابة بزاف، ونتمنى للأهل والأقارب يعني جميع. أنا يعني في الحقيقة أول مرة نزور تكجدا، أول مرة، ولقيتها منطقة رائعة يعني خلابة سحارة يعني تسحر. Dame Nature a excellé dans son œuvre à Tikjda. Les montagnes majestueuses qui ont revêtu leur manteau d'une blancheur immaculée, côtoient harmonieusement une végétation verdoyante, le tout dans un calme quasi céleste. Pour ce couple retraité, la neige est là, étincelante et aveuglante de blancheur. Pour eux, Tikjda est la meilleure destination pour fuir le bruit et le stress de la ville, pour y trouver repos et détente. C'est magique, magnifique. Moi, j'y viens depuis que j'avais 18 ans, je crois. Parce que j'avais un oncle et la femme à mon oncle était allemande. Elle a l'habitude de la neige, donc il venait toutes les semaines. Moi, j'ai toujours adoré la montagne. Depuis que je suis jeune, je suis originaire de Kabylie, donc je connais très bien la montagne. Et Tikjda, je l'ai connu dans les années 60, Tikjda. Tikjda, même Talaguilev, tout ça, j'ai connu ça dans les années 60.
Donc, moi, j'aime bien la montagne parce que j'aime bien grimper, j'aime bien escalader, j'aime bien marcher dans la neige. Le vendredi pour notre famille, nos enfants et nos petits-enfants. Le samedi pour nous. Alors on sort, on va partout. On prend la voiture et puis hop. Là où on dit il y a un lac, il y a une forêt, on essaie sur Google, on cherche, on prend le chemin et on y va. C'est un grand jour pour Amir et Lilia. À 10 ans, ils essayent leur première paire de chaussures de ski. Casque enfilé, chaussures de ski aux pieds, c'est l'heure pour ces enfants d'aller dévaler les pistes. Je viens tous les années avec mes parents pour jouer avec la neige, faire des bonhommes de neige et faire la luge. Je suis venue pour faire en excursion pour voir les montagnes de Tikshda parce que j'en suis jamais venue à ces montagnes, à ce lieu. Une fois arrivés sur les hauteurs de Tikshda, culminant à plus de 1470 mètres, l'esprit s'apaise et les sens s'éveillent, comme par enchantement. Hormis la paix de l'esprit et de l'âme, plus rien ne compte. على في الديرة معايا تفضل نهضروا on y va. Oui. Bien vu. Non mais on peut discuter le plus normalement du monde, vous allez l'expliquer d'ailleurs. هذا la ceinture تاع محمد بن قسمية le titre mondial UBO, le dernier titre اللي داه بها le dernier combat تاعو. Eh ben ça fait une belle introduction et comme annoncé ce matin on reçoit une légende de la boxe algérienne, il s'agit de Mohamed Ben Ghasmiya, bienvenue à vous. Merci. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. Alors, il est accompagné de Mohamed Guinef. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes manager de Mohamed Ben Ghasmiya, vous êtes promoteur international également. Et accompagné aussi de Ahmed Mihoub. Alors, vous êtes président d'une association, l'association Ouided Boufarik de boxe. Bonjour. Bienvenue. Vous avez un beau chapeau. C'est vrai, je trouve que vous avez un très très beau chapeau. Vous avez la classe dans la boxe, c'est vrai ça. Alors c'est bien parce qu'on se retrouve pour parler d'un superbe événement, c'est le 24 février prochain, mesdames, messieurs, c'est un super combat, plutôt un super jubilé. On va dire un super jubilé qui est organisé d'ailleurs par votre association. Ça se passe où cette fois-ci? À Boufarik, la salle Moussa Chéref de Boufarik. Oui. Ça va couronner la carrière de Mohamed Ben Ghasmiya. Voilà, c'est-à-dire pour chaque grand boxeur, oui, ou chaque grand sportif, lorsqu'il termine sa carrière sportive, on lui organise un jubilé. Oui. Donc Mohamed Ben Ghasmiya, c'est l'un des meilleurs boxeurs algériens qui a fait énormément de succès en Algérie et à l'étranger. Après ça, une brillante carrière en professionnel. Il a terminé depuis 2012, son dernier combat. Il a eu le titre de champion du monde de UBO des lourds. Et voici la ceinture. La ceinture, championnat du monde des lourds. Et maintenant, il est président de la section de boxe JSP, Alger. Donc, on a pensé de lui organiser son jubilé par l'association Ouided Boufarik. Donc, Ouided Athlétique de Boufarik, la section de boxe. Ce gala, il sera organisé au niveau de la salle Moussa Chéref. Ouais. Il sera organisé sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ouais, sous le parrainage de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports et de M. Loueli de Blida, la DGS de Blida, les autorités civiles et militaires de la wilaya de Blida. Avec le concours, notre président d'honneur, M. Belhoussine, président de l'association GSP. Ouais. Il va croiser les gants contre un boxeur champion intercontinental en France qui s'appelle Zaïm Majid. Oui. Zaïm Majid, c'était à la retraite, lui?
Comment? Il est à la retraite, lui. Il vient de prendre sa retraite. Donc, son frère, ils sont deux. La famille Zaïm qui, actuellement, qui gère la boxe professionnelle en France et aux États-Unis. Donc, il va venir faire croiser les gants, faire un combat promotionnel. Il y aura aussi la participation de l'équipe nationale civile, l'équipe nationale militaire, les boxeurs GSP, et boxeur du Wydad Boufarik. Il y aura tout beau monde à cette occasion. Mohamed Ben Gaspia, vous préparez comment pour remonter sur le ring? Ça fait quand même quelques années que vous n'êtes pas remonté. 6 ans. 6 ans, rien. Même pas d'entrée. Si, vous êtes. Vous avez gardé la forme, je suis n'entraîne شوية مع des jeunes. Ouais. Voilà. Et vous allez remonter. Vous êtes prêt psychologiquement pour ça? ماهيش combat. Non, mais ça va frapper vraiment ou est-ce qu'on va. لا combat. وهو لا شحن واذا شحن شحن كاين رد الفعل كما يقولوا. C'est vrai, vous êtes d'accord dès le départ, c'est un combat gala, quoi. Voilà. C'est un beau combat, on va montrer de beaux gestes. Si en face Zaïm, s'il commence lui à donner de vrais coups, vous faites quoi? Là, Inch'Allah. Là, ça va être un beau jubilé. Voilà. Alors, dans votre carrière, quel est le plus beau souvenir pour vous? وشو يعني السوفنير تاعك اللي قاعد راسخ في الذاكره تاعك؟ شوف لي سوفنير تاع اللي جوزتهم في لي زيتازوني. Oui. C'était des combats, des entraînements. درت واحد 20 كومبا تما. جي بوكسي اللي من بعد خرجوا ابطال العالم. مثال اونيل بيل. هذا ربحته في لي زيتازوني. و en 2006 خرج شامبيون دي موند. 3 ceintures mondiales. Voilà. 3 ceintures mondiales ربحهم كانت عنده اون سيل ديفيت معايا. Voilà. J'ai boxé Antonio Tarver, ثاني خرج شامبيون دي موند plusieurs fois. اللي لعب فيلم روكي 6. بالك شفتوا هذاك البو هذاك. وي. Donc ça reste vos plus beaux souvenirs. وش هي الحاجة اللي شغل قعدت لك هنا وما قدرتش تديرها حتى لدوك؟ Qu'est-ce qui vous reste dans votre mémoire et vous dites tiens je suis passé à côté de ça. Est-ce كاين حاجة ولا في بالك نو درت كاع واش كنت حايب ودرتها كيما كنت حايب ونجحت كيما كنت حايب؟ لا بعد ما رجعت من لي زيتازوني كنت حاب ندير اكثر. كنت حاب ندير باسكو كانوا عندي لي شانس باش نبوكسي لي شامبيون دي موند واش هي لي موين ما كانش. طلبوا لي دراهم بزاف وانا باكتها. كي يقولوا البوكس ما يكونوش لي موين. كان لقيت لي موين كنت قادر نربح مورماك هذا كان شامبيون دي موند اللي ربحوا اونيل بال. كنت قادر نبوكسي هنا ونربحوا. جوني نيلسون. فوالا. هادو قاعد كانوا حابين يبوكسيوني ديمونداو لي دراهم بزاف وانا ما لقيتش لي موين هنا. C'est-à-dire en professionnel pour organiser في بلادك لكن ما يعيطولكش ليه هو سي با بوسيبل يعيطوا له لي غران شامبيون باسكو هو كان كلاسي نيميرو 2 مونديال. Alors le boxeur celui qui est champion du monde il a les challengers du numéro 1 au numéro 10. Il doit choisir l'un d'eux. ما يقدرش يخير بن قسمية باسكو بي سون بالماريس لي لا بليبار كاع ربحهم كاو سير 46 combats il a gagné 40. En professionnel, il a gagné 43. 43, في ال 43 كان واحد 35 par KO. Donc impossible يخيروا. Lorsqu'on a voulu organiser les titres en Algérie, il y a Nelson, un Anglais qui était champion du monde World Boxing Organization WBO. C'est l'une des 4 organisations mondiales. كان 4 الكبار هذوك. طلبونا à l'époque $500,000. C'est rien du tout. Pour domicilier le gars en Algérie. Malheureusement, on n'avait pas les moyens, on n'a pas cette culture de sponsoring ici. Donc, c'est tout. Donc voilà. Mais il a réalisé quand même de bons titres et vous avez réalisé quand même de très beaux combats et vous avez rendu fier le peuple algérien et ça c'est à retenir avant tout. Qu'est-ce qui vous reste à faire aujourd'hui, Mohamed Ben Gaspia? C'est peut-être la dernière question et je vous laisserai repartir parce qu'on vous suivra. On sera présent le 24 février, on sera là pour vous suivre, on vous recevra une nouvelle fois. Mais aussi, les rakhab dir hadouk maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, juste احنا دوك جوزنا لا كارير تاعنا. احنا حبينا في المستقبل انا نخمو باش نديرو لنا اكاديمي في بوفاريك باش باش يكون المستقبل لي جون هادو ما يكونش غير بن قسميه يكونوا بزاف لي بن قسميه ان شاء الله. فهمت؟ احنا حابين
نخرجوا ابطال يمثلوا الجزائر تاع بصح. وي. سر النجاح وش هو؟ كاع لي بوكس اللي راهم يشوفوا فينا اليوم. سر النجاح؟ يعني الخدمه بجهد. سي تو. سيريو سي لو سيريو. فوالا سيريو. الخوف داخل في الرياضه تاعك؟ يكون الخوف لو تراكت هذو لي شامبيون دي موند عندهم لو تراكت مي تقدر تفوت الخوف هذا. فهمت؟ Je vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite. Le 24 on sera présent. Vous reviendrez pour en parler. J'espère que ça va bien se passer. Ça va être un beau combat. Alors c'est une légende qu'on a reçue ce matin sur le plateau. Hein. C'est l'un des plus grands boxeurs de l'histoire de l'Algérie. Et c'était un honneur de vous recevoir. Merci encore, messieurs. Bonne chance à Ouidet Boufarik. Bonne chance à vous, Guinef Mohamed. Guinef Mohamed, son manager. Justement, juste une ouverture, parce que vous avez posé la question, est-ce qu'il y aura d'autres Bengasmia? Effectivement, il y aura d'autres Bengasmia au futur, parce qu'on a pensé à travers Ouidet Boufarik à lancer une académie de boxe, une académie qui s'appelle Génération Bengasmia. Et en tout cas, on suivra ça avec grand plaisir. Merci encore, merci d'avoir été là. On rappelle, Ahmed Miaoub, vous êtes président de l'association Ouidet Boufarik, Mohamed Guinef, vous êtes manager et promoteur international. Mohamed Bengasmia, bonne chance, beaucoup de réussite, beaucoup de succès, longue vie surtout, et en espérant qu'il y ait d'autres champions comme vous l'avez été, avec autant de valeurs et autant de principes. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Un artisan de cuir, il se trouve à Djidjel, c'est signé Saïd Amayouf. On finira avec Maya Marani l'émission. Merci à vous tous. Très bien. Dans la commune côtière de Sidi Abdelaziz, à une trentaine de kilomètres de la ville de Djidjel, nous avons retrouvé l'artisan Youssef Mohamed dans son petit local. Ce septuagénaire, toujours bon pied bon oeil, passe des journées entières au milieu de ses pièces de cuir pour en confectionner à la perfection des articles selon les commandes de sa clientèle. J'ai appris ce métier sur le tas avec les anciennes générations. Ça m'a passionné tout de suite. De la ceinture au portefeuille jusqu'aux plus grandes pièces, couture, coupe, broderie sur cuir. Je maîtrise tout. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de secret pour moi. Une panoplie d'ouvrages finement travaillés par des mains expertes, estampillés 100% cuir, font la fierté de cet artisan. Aujourd'hui, c'est une grande passion entre le cuir et moi-même. Ça fait 18 années que j'exerce ce métier. La matière première m'arrive d'Elmilia. Mon rêve est que ce métier perdure et ne disparaisse pas dans le temps, car c'est un métier noble. L'industrie du cuir fait la réputation de la wilaya de Djidjel au même titre que d'autres activités artisanales, surtout dans cette commune où l'on recense plus de 270 artisans en cuir, dont 80% sont localisés dans cette magnifique ville côtière. Qualité et esthétique caractérisent ces divers produits, tout un savoir-faire que ce spécialiste du cuir tient à pérenniser en le transmettant aux générations futures. Chaque jour que je viens ici, c'est un nouvel apprentissage pour moi. Aujourd'hui, ce sont les différentes qualités de cuir et le perçage des ceintures. Application, patience et méticulosité sont les maîtres mots dans ces lieux où le cuir se décline sous toutes ses formes. Voilà, c'était un reportage signé Saïd Amayouf sur cette histoire de famille, cette passion familiale. Ça se passe à Djidjel, à l'est du pays. Et c'est des artisans, ils font du cuir de père en fils depuis des générations déjà. Et en parlant de générations qui se succèdent, on va parler cette fois-ci de lunettes, on va parler d'optique avec vous, Maya Marani, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous. Oui, nous allons parler de verre à lunettes et d'optique aussi, puisque nous avons suivi avec un reportage le verre depuis sa naissance jusqu'au final. Alors avec nous, Monsieur Merzougui Abdrahmed, voilà. Ça, ouais. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. Merci. Chez nous comme chez vous. Merci pour l'invitation aussi. Bonjour Yanis. Bonjour. Merzougui aussi. C'est de père en fils. Et ça continue. Vos parents étaient aussi dans l'optique? Non. Non. Dans le domaine pharmaceutique, non. On faisait autre chose que l'optique. Je suis le seul qui est. Donc vous avez commencé et vous avez fait suivre vos enfants? Tout à fait, oui. Un ou les deux? Non, un seul. Les autres, ils font autre chose par rapport. C'est pas dans le domaine. À chacune sa spécialité. D'accord. Alors, vous savez que
Les yeux sont un miracle de la nature, c'est le miroir de notre cerveau. Et on doit tenir compte de cela et bien sûr les maintenir en bon état, n'est-ce pas, Mahrez? Donc le verre... Elle est gentille, tiens. Oui, parce que vous portez des lunettes et moi aussi pour lire, je porte des lunettes. Et les lunettes, c'est quelque chose de très important. C'est un élément majeur, surtout le verre, un élément majeur dans la lunetterie. Alors, Monsieur Merzougui, on est venu vous voir. On est passé pour voir un peu la spécialité. Et puis, moi, j'étais curieuse de voir comment se fabriquait le verre, comment il se retrouvait sur ces montures. Et on a suivi le trajet du début jusqu'à la fin. Et ça donne ce reportage ici, Maya Amrani. Voilà. On se retrouve juste après pour donner la parole aux invités qui vont nous raconter cette aventure. Voilà. Allons-y. Les verres sont l'élément le plus important des lunettes et jouent un rôle essentiel pour une vision optimale. Mais avant d'être insérés dans notre monture, ils traversent plusieurs étapes que nous allons suivre. En premier lieu, c'est qu'on fait une protection des côtés externes du verre. On le positionne et on le met sur une machine pareille. Vous allez voir, il y a une protection qui se fait, c'est une protection externe du verre, bien avant le glantage. Et là, l'étape, ça prend quelques secondes, le temps de le faire glanter. Là, je vous montre directement l'exemple du verre qui est déjà glanté et rempli vers le côté préparation. Le verre semi-fini est sélectionné, puis commence un long périple. Directement, pendant une douchette, la valeur, vous avez tout ce qui est valeur de fabrication technique qui seront inclusées directement sur l'écran. On emboute le verre directement sur la machine avec un système de pression et on donne le feu vert d'exécution, ce qu'on appelle le feu vert de fabrication du verre en quelques minutes qui risque d'être fabriqué. Voilà, là je vous montre la différence de ce qui a été dès le début entre un verre semi-fini, bien avant la production. Ça a été d'une épaisseur pareille. Et maintenant, juste après la demande et notre puissance, notre correction du verre, vous l'avez directement fini. C'est un scanner ou le laser principal, c'est-à-dire qu'il fait des gravures sur le verre, identification de verre en logo de travail. C'est-à-dire que sur le côté latéral en ligne droite, vous avez deux logos qui sont gravés avec un laser direct. On les a ici, principaux, vous savez, sur écran direct. Et là, au niveau pointage, on aura une addition qui sera gravée. Et juste après, maintenant, on fait un traçage d'identification du verre, surtout pour la tâche de facilité de travail pour l'opticien. Et là, tout a été tracé et on passera sur le fronto, vérification au niveau correction par rapport à la fiche de commande. Monsieur Merzougui, opticien et directeur du laboratoire OptiLab, forme des opticiens qui se spécialisent dans la fabrication et le suivi du verre optique. Maintenant, on passe vers le côté traitement. C'est le durcissement, c'est qu'on fait un durci, un antérieur sur le verre. Et là, on passe par la technicienne qui va prendre le verre et le nettoyer, voir s'il y a des défauts résiduels, c'est-à-dire complémentaires sur le verre et tout. On le nettoie bien comme il faut et on le fait passer par différentes étapes. Maintenant, on arrive à l'étape finale de vérification au niveau nettoyage du verre avant de commencer le traitement d'anti-reflet, ce qu'on appelle à différentes étapes d'anti-reflet. Là, le technicien ou manipulateur, c'est qu'il essaie de voir vers la fin, il contrôle le verre finesse et tout. Juste après, on prépare ce qu'on appelle une cloche. C'est suivant le nombre de verres. On le fait passer directement sur la cloche et on le passe côté machine pour le traitement d'anti-reflet. Il fait passer directement, c'est une cloche qu'on peut appeler, en position directement sur la machine. Tout ce qu'il y a comme verre, une moyenne de nombre de verres qu'on doit mettre à l'intérieur. Et ce sera une durée d'1 heure de temps au niveau traitement. Et là, maintenant, notre technicien vérifie tous les traitements, si le traitement est bien, disons, incrusté, vérification finale, avant de le mettre en pochette et prêt à expédier pour nos clients qui sont des opticiens. Notre technicien qui vérifie au niveau
finition du verre, puissance du verre par rapport à sa fiche, aux fiches de commande. Et là, il commence côté par côté. On constate qu'il a vérifié le premier verre. Il a contrôlé avec un sticker spécial comme quoi le verre a été contrôlé au niveau du lab, bien avant d'expédier chez l'opticien. Le travail de l'opticien est donc de repérer les attentes et les besoins de son patient pour lui offrir conformité et critères. Il devra également bien centrer les verres et des réglages adéquats, sans quoi le meilleur verre du monde pourra vous sembler le pire. Ça donne une vision jaune, jaunâtre. Je vous le dis, c'est un peu étrange. Et on va en parler dans quelques instants. Mariam Radi, c'était votre reportage. Vous étiez en immersion dans ce labo. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai été subjuguée par le suivi du verre et le temps que ça met avant d'atterrir sur une monture. Ouais. Un verre, ça donne beaucoup de travail finalement. La matière, elle vient d'où? Matière première, le verre lui-même. On a des partenaires tunisiens, sinon elle est européenne, de fabrication mais le verre, européenne. la source du verre, elle vient d'où dans le vous monde? Montrez, monsieur, oui, c'est ce qu'on appelle... il commence comme ça. Oui, en switch technologique, c'est allemand. D'accord. Le verre semi-fini, c'est-à-dire qu'il n'a aucune correction en base principale, et c'est à nous de modifier. Et vous le voyez, d'une épaisseur pareille. On en fait combien Juste un verre, simplement. Un verre à partir de ça? Et de ce qu'on a pu présenter au niveau gamme, c'est des verres à une gamme et une technologie très avancée au niveau d'investissement, même en présentation de gamme et tout. Il y a la comparaison d'épaisseur pour les gens qui ont des puissances assez élevées. On peut amoindrir au niveau épaisseur, une étude bien avant d'entamer le travail et tout, pour essayer d'amincir le verre et suivant les traitements aussi des verres. Vous êtes combien de labos à faire ça aujourd'hui en Algérie? En max 5 à 6 labos. À travers tout le territoire hein? Oui, mais c'est suivant les technologies aussi plus avancées, de ce que vous avez pu constater. Oui, c'est une technologie très avancée, ce qu'on fait, l'utilisation. La formation, c'est ça le plus important justement. Oui. Il n'y a pas, je crois, suffisamment de formation. Dans le domaine de fabrication, il n'y a pas de centre de formation. C'est-à-dire que nous, on prend en charge, général pour la préparation des techniciens de manipulation, ce qu'on appelle direct sur une machine et tout. Il doit être d'un niveau un peu avancé pour essayer de former des techniciens dans le domaine. Vous formez aussi des opérateurs qui travaillent dans des boutiques partenaires de votre labo? Non, c'est que le côté boutique, c'est autre chose. Boutique, il devient un technicien d'atelier ou sinon un opticien de formation. Vous ne les formez pas? Non, ce n'est pas notre spécialité. Parlant, peut-être. Oui, commercialement parlant, vous le... Ils sont formés sur les produits, sur j'allais dire les anti-reflets, leurs avantages. C'est un petit peu pour pouvoir mieux offrir aux patients, c'est-à-dire plus de détails et techniques dessus. Hein. Et plus de confort aussi pour son quotidien. Comment se fait le travail père et fils? Qui prend le dessus et qui s'occupe de quoi? Ça c'est une bonne question. Bien avant, moi je suis opticien aussi. Bien avant de lancer mon lab de fabrication de verre, j'étais dans mon magasin classique et tout, et juste après je me suis balancé vers le côté production. Mais là, ça a été pour ses études. Il a passé 3 ans et demi en formation d'un BTS optique. Et là, il a eu plus de conseils, il a été chapeauté par son père, d'un côté, on peut dire ça. Et la technique. Il n'oublie pas son rôle. Oui, on essaie de travailler en collaboration, c'est qu'il y a l'opticien qui prend, il y a tant de points qui pourra vous expliquer techniquement. C'est que la technologie chez l'opticien en ce moment, ça évolue d'une manière très avancée à l'échelle mondiale. Tout à fait. Côté en image, c'est que ça devient une protection, ce qu'on peut appeler une protection vers le côté patient, pour ne pas dire client direct, et la santé visuelle. Alors Yanis, vous, votre job au quotidien, c'est? Alors, je me charge de recevoir le patient en magasin et d'exécuter du médecin. Donc, bien sûr de satisfaire les besoins visuels du patient ainsi que techniques aussi. C'est-à-dire qu'on se doit de bien choisir la monture et de bien concevoir le verre pour le patient. Voilà. Alors, la tablette, elle sert à quoi au juste? Alors la tablette, en fait, c'est un outil de prise de mesure électronique. Alors comme vous voyez ici, en fait, c'est un appareil qui permet de bien centrer le verre.
C'est-à-dire qu'on prend une photo et à travers la photo, on obtient des mesures très précises qui servent à centrer, j'allais dire, à obtenir les mesures de la pupille du patient et bien les centrer sur le verre. Ouais. Cela évite ce qu'on appelle des effets prismatiques. Alors les effets prismatiques, c'est un petit peu ce qu'on cherche à éviter dans le domaine de l'optique, dans la mesure où on va décaler l'image, c'est-à-dire que ça donne des maux de tête si le verre est mal centré en fait. Là, ça donne des maux de tête, des gênes visuels pour le patient. Les maux de tête, c'est les fameux, ça a un rapport avec le migraine ophtalmique, c'est ça? Là où on ne voit plus rien pendant un moment et quand ça revient, ça devient c'est l'enfer. Oui, c'est les astigmates, à différentes tâches. On peut appeler vers le côté des défauts de la vision, mais en réalité, de ce qu'il vient de vous expliquer Yanis, c'est qu'en technologie, là, on est obligé de travailler en collaboration. C'est même au niveau de production, les paramètres de ce qu'il vient d'avoir, on les reçoit, c'est qu'il les transmet et automatiquement on doit les respecter. Alors le mot de la fin vous revient? C'est déjà le générique. Hein. Ah, c'est déjà le générique, ça va vite. Ça va très très vite. Alors l'optique, on voulait expliquer les lunettes, justement les types de lunettes que peuvent porter les enfants. L'optiste, le travail de l'optiste. C'est l'orthopédiste qui lui est spécialiste du muscle de l'œil. Et on aura l'occasion d'y revenir. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci Maria, merci beaucoup.